iPhone, Android et tablettes. La DTV, sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Un pêcheur mort sous les balles des gardes-côtes mauritaniens, la rage au ventre. Les pêcheurs guindariens ont vandalisé et brûlé les cantines de la commune mauritanienne. Une délégation gouvernementale est actuellement sur place. Nous rejoindrons dans cette édition notre correspondant à Saint-Louis. Procès Khalifa Sall, maître El Hadj Diouf, commis par la mairie de Dakar, exclu du dossier. La décision lui a été notifiée par le président du tribunal correctionnel de Dakar, ce qui n'est pas du goût de l'avocat qui n'entend pas se laisser faire. La mairie de Mermoz Sacré-Cœur a décidé de se constituer partie civile. Rencontre avortée des francs-maçons à Dakar. Le Grand Orient de France menace le Sénégal. Il parle d'une atteinte grave à leur liberté d'expression par des groupes obscurantistes. Acteurs de la société civile et islamologues se disent déterminés à poursuivre le combat. Thiès Nord, l'implantation d'une fonderie d'aluminium dans la commune de Fandène, pas la bienvenue. Le maire de la localité refuse de cautionner un génocide. Le superviseur des travaux parle d'une stratégie de conservation de l'électorat de la part du maire de Thiès Nord. Diakhaté tué par des gardes-côtes mauritaniens, ce qui met les pêcheurs guindariens dans tous leurs états. Ils ont bloqué ce lundi le pont Moustapha Malik Gueye pour exprimer leur mécontentement suite au meurtre de leurs camarades. Des cantines de la communauté mauritanienne ont été vandalisées et brûlées. Le ministre de la Pêche, Omar Gueye, est actuellement à Saint-Louis pour s'enquérir de la situation. Nous sommes justement en ligne avec notre correspondant Gambi Diagne. Gambi, bonsoir, et pouvez-vous nous faire le point de la situation sur place? Voilà, bonsoir. Suite donc aux confrontations entre les populations de Guet-Ndar et les forces de l'ordre aujourd'hui à Saint-Louis du Sénégal, découlant de la mort de Fallou Diakhaté, tué par les gardes-côtes mauritaniens hier matin, l'armée sénégalaise a décidé d'envoyer un patrouilleur vers la frontière sénégalo-mauritanienne, ici à hauteur de Ndiago, dans la langue de Barbarie, au plus tard dans la soirée. L'annonce est faite tout de suite aux environs de 19h par le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, qui est arrivé à Saint-Louis aux environs de 17h30. Le ministre a fait face aux populations de Guet-Ndar dans l'enceinte du palais du gouverneur de Saint-Louis pour annoncer que présentement, le président Macky Sall prend langue avec son homologue mauritanien à Addis Abeba dans le cadre du sommet de l'Union africaine pour négocier un contrat de coexploitation du gisement de gaz entre les deux pays. Selon Ali Ngouille Ndiaye, des pourparlers seront engagés pour discuter sur un éventuel contrat de pêche entre les deux pays d'ici 3 jours. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, les populations ont vandalisé pas moins de 4 boutiques tenues par des ressortissants mauritaniens, des véhicules également, dont un bus Tata de la ligne 3 sont incendiés. Présentement, le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, rencontre une frange de la population pour continuer les discussions et les négociations pour que le calme revienne ici, dans la ville tricentenaire de Saint-Louis. Merci Gambi Diagne, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Vous qui nous aidez à suivre ce qui se passe réellement au niveau de la langue de Barbarie. Nous parlions en titre du procès Khalifa Sall. Les exceptions continuent d'occuper les débats. La défense demande l'annulation du procès verbal d'audition des prévenus à la brigade des affaires générales de la DIC. Maître Mbaïsen, un des avocats de Khalifa Sall, soutient que les prévenus n'étaient pas assistés par leurs avocats lors des auditions, ce qui constitue une violation de l'article 5 du règlement de l'UEMOA. Maître Mbaïsen révèle que Maître El Hadj Diouf continuera, malgré son expulsion par le juge, de défendre le dossier Khalifa Sall, et Barthélémy Diaz a décidé tout simplement de se constituer partie civile à travers la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Codé, où justement nous allons suivre cet élément avec Codé Ndiaye. Beaucoup d'irrégularités depuis le début du procès de Khalifa Sall. Ses partisans qualifient le déroulement de cette affaire d'une cabale judiciaire.
La cabale politico-judiciaire montée par le régime de Macky Sall et ses complices contre l'honorable député maire Khalifa Ababacar Sall vient de connaître sa première semaine de comédie judiciaire. La posture du procureur de la République, de l'agent judiciaire de l'État et du préfet de Dakar dans ce procès montre à quel point cette affaire est une cabale, voire même un acharnement du pouvoir contre l'honorable député-maire Khalifa Ababacar Sall. Les partisans de la cellule de communication des partisans du maire de Dakar restent optimistes. Toutefois, ils invitent les juges à dire le droit. Les avocats ont bien fait de lui rappeler que pour l'opinion sénégalaise, Khalifa Sall est déjà condamné parce que les Sénégalais n'ont plus confiance à la justice. Et aujourd'hui, le juge a la possibilité de redorer le blason de la justice sénégalaise en démontrant à tous les Sénégalais que la justice est équitable. Il va de soi, au vu des exceptions qui ont été soulevées, que si le droit est dit, Khalifa Sall sera libéré. Ces partisans de Khalifa n'ont pas manqué de tirer à boulet rouge sur le joueur El Hadji Diouf et le responsable apériste Amath Suzanne Camara. Aujourd'hui, nous en Afrique, quand on parle des footballeurs modèles, ceux qui sont des exemples, nous citons Samuel Eto'o fils, nous citons Drogba, parce qu'ils ne se sont pas illustrés à travers des bars ou à travers des comportements bannis. Ils se sont illustrés en montrant la meilleure image possible de leur nation. Il ferait mieux de se taire avant qu'on en arrive à d'autres révélations, parce qu'il constitue un anti-modèle pour la jeunesse sénégalaise. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, parce qu'on me dit qu'il s'appelle Amath Suzanne ou Camara. Je pense que s'il est un enseignant, moi j'ai pitié pour les enfants qu'il a eus dans sa carrière. Moi je n'aurais jamais accepté que mon enfant ait comme enseignant quelqu'un comme lui, qui se permet d'insulter même son leader, le président Macky Sall. S'il veut trouver le buzz, s'il veut prendre la place de Youssou Touré, qu'il a toujours cherché, il pense qu'en s'attaquant à Khalifa Ababacar Sall, il arrivera à ses fins. À ces trois personnes, nous leur demandons d'arrêter ces attaques. Le procès du maire de Dakar poursuit son bonhomme de chemin. Maître El Hadji Diouf, écarté du procès pour l'instant, l'affaire risque d'être un marathon judiciaire. Vous l'avez compris, il s'agissait de la cellule de communication des partisans de Khalifa Sall. Ses membres dénoncent ce qu'ils considèrent comme un procès, une comédie, judiciaire. Ce procès, en tout cas, ils ont également parlé de faire chaque dimanche, de tenir, une conférence de presse jusqu'à la fin de ce procès. Nous pourrons tout à l'heure revenir sur la réaction de Barthélémy Diaz et de Maître Mbaye Sène dans ce journal. À présent, l'annulation de la rencontre des francs-maçons à Dakar. Le Grand Orient de France ne décolère toujours pas. La plus grande loge maçonnique d'Europe dénonce une atteinte grave à leur liberté d'expression par des groupes obscurantistes. Ses membres estiment que les principes qui fondent la franc-maçonnerie ont été dévoyés au Sénégal. Par conséquent, ils ne céderont pas à l'intimidation. Acteurs de la société civile et islamologues sont déterminés à poursuivre le combat. Les éclairages de Mohamed Diallo. Le Grand Orient de France crache du feu. L'opposition de certaines organisations antimaçonniques à la rencontre humaniste et fraternelle d'Afrique et de Madagascar est passée par là. La loge maçonnique dénonce une entrave à la liberté d'expression. L'attitude qu'ils ont eue est choquante à plus d'un titre, parce que venir trouver des citoyens chez eux, proférer des menaces, comme si les Sénégalais étaient devenus des étrangers chez eux, en leur reprochant de ne pas être d'accord avec leur thèse, parce que c'est ça en fait le débat. ñun nag Sénégal nit yi diine yi fi nekk ñoo tabax réew mi ñoo ko defar ci ay valeurs duñ nangu kenn ku ñu ko yàqal lépp lu mu leen jaral rek dana ko jaral réew mi ndax nit du kaf du foye li tarangam. Ainsi, le sujet qui était considéré pendant longtemps comme tabou fait jaser au Sénégal. ñoom duñu ay como ay kàngam lañ li ci jiitu moo di ni ko amuk seetlu am analyse
moo di ne xëyuñu xëy rek indi li nga xamante ne moom mooy débat boobu parce que am na ay série yoo xamante ne mu ngi am ci biir réew mi ñu ciy wane seeni signe parce que wane signe benn mbir ci kii dafay dem ba miinal nit ñi li nga xamante ne mooy kii te série boobu boo koy xool plupart ñi fi nekk ay jeunes lañ kon série boobu waxul ak mag ñi mais jeunesse bi lay waxal pour ñu nekk mbir boo mu nekkoon tabu ñu xamal leen ne ku ci nekk mën nga cee mën a dugg. Pourquoi donc tant de contestations? Or, l'objectif affiché est clair. Les francs-maçons disent porter un projet humaniste pour une société plus juste, plus éclairée et plus solidaire. Cela remonte à la naissance de l'organisation au XVIe siècle. Mais 2 siècles plus tard, précisément en 1877, le masque est tombé. Ils se sont révélés sous leur véritable visage, particulièrement à travers la grande réunion européenne convoquée par le Grand Orient de France et qui avait pour but d'enlever toute référence à Dieu de leur texte fondateur. La plupart de ténors de la franc-maçonnerie française se glorifient d'avoir impulsé, d'avoir encouragé la loi qui a été votée sous le magistère du François Hollande et qui a abouti au mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage homosexuel. Que le Sénégal a à voir avec ces thèses ainsi développées. Le Grand Orient de France est la plus grande loge maçonnique du vieux continent. En 2007, il avait farouchement fustigé les propos du président français d'alors devant le souverain pontife. Sarkozy a simplement dit que je rêve d'une laïcité, mais d'une laïcité positive, qui, indépendamment du fait de reconnaître à chaque citoyen la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, mais que cette laïcité positive-là cesse de considérer la religion comme un obstacle, mais plutôt comme un atout. C'est tout ce qu'il a dit. Mais il n'en fallut pas plus pour que le Grand Orient monte au créneau en convoquant toutes ces instances pour tirer à boulet rouge sur le président français. Fidèle à sa démarche, la grande instance maçonnique de France s'en prend aux organisations antimaçonniques sénégalaises. Celles-ci se disent déterminées à poursuivre leur combat pour défendre les valeurs socio-culturelles du pays de la Teranga. Autre Africa condamne l'agression des ressortissants espagnols en Casamance. L'association témoigne son soutien aux victimes et encourage les forces de l'ordre à trouver les auteurs de cet acte. Son président dit prendre acte de la déclaration du ministre de l'Intérieur qui indique qu'il n'y a pas eu de viol dans cette affaire. Autre Africa invite l'État à tirer cette histoire de braquage au clair. Adjarandia était sur place. L'association Outra Africa condamne l'agression des jeunes ressortissants espagnols en Casamance. Elle exprime toute sa solidarité et exhorte l'État à prendre toutes ses responsabilités. Nous exprimons toute notre compassion, notre solidarité à ces jeunes innocents qui étaient juste venus pour transgresser les frontières, connaître d'autres cultures et civilisations, partager et découvrir les réalités africaines et sénégalaises en particulier. Malheureusement, ils sont tombés sur cette bande de malfaiteurs armés. Autre Africa demande à l'État du Sénégal de prendre toutes les mesures et les dispositions adéquates pour faire la lumière sur ce braquage. Autre Africa indique que cette affaire ne doit pas faire l'objet d'une polémique puisque les victimes ne se sont pas encore exprimées. Nous nous limitons aux déclarations faites. Qu'il y a eu attaque sur des ressortissants espagnols au Sénégal, nous nous solidarisons avec eux et nous demandons qu'il n'y ait pas de polémique sur cette affaire, qu'on laisse les autorités gérer cette affaire et qu'on nous fasse la lumière sur cette affaire. Les autorités espagnoles ne se sont pas exprimées sur cette affaire, donc également, les victimes ne se sont pas exprimées. Nous nous en tenons à ce qu'a dit le ministre, nous prenons acte de cette déclaration, mais néanmoins nous déclarons notre solidarité envers ces victimes. Autre Africa s'active à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Espagne. L'association estime que cette attaque ne doit pas ternir les relations entre ces deux pays frères. Toutefois, elle demande que lumière soit faite sur cette affaire.
Je l'annonçais en titre, l'implantation d'une fonderie d'aluminium dans la commune de Fondaine n'est pas du goût des populations de la localité. Le maire refuse de cautionner un génocide. Le superviseur des travaux parle d'une stratégie de conservation de l'électorat de la part du maire de Thiès-Nord, puisque les autorités municipales de Fondaine et le préfet de Thiès ont autorisé le démarrage des travaux, suivant respectivement les propos du maire de Thiès-Nord, Lamine Diallo, et le superviseur des travaux de la fonderie au micro de Daoudé Thiandoum. Relatif aux mesures de sécurité prises par le promoteur n'avaient pas convaincu les populations. Et les populations s'étaient farouchement opposées même au dépôt de ferraille sur ce site-là. Parce qu'il y avait des véhicules, des carcasses de véhicules que le promoteur transportait. Et dans ces carcasses, il y avait des batteries qui sointaient et qui menaçaient même la nappe phréatique de cette zone. Si on sait que pratiquement les populations s'approvisionnent en eau de pluie. À notre grande surprise, on s'est réveillé en discutant le ciel et du coup nous avons vu là une cheminée qui nous indique que le gars a une ferme volonté d'installer une usine de fonderie dans cette zone-là. Il ne peut pas y avoir un ministre de l'Industrie sérieux, patriote, qui saurait émettre un avis favorable pour l'installation d'une usine de fonderie dans cette zone d'habitation. Il ne peut pas y avoir un ministre de l'Environnement sérieux, patriote, qui pourrait émettre un avis favorable pour l'installation d'une usine de fonderie à 10 mètres des zones d'habitation. Il ne peut pas y avoir aussi un préfet sérieux, patriote. Il ne peut pas autoriser ou émettre un avis favorable pour l'installation d'une usine de fonderie. C'est pourquoi les populations de Keur Issa, de Madina Fall, extension, se sont levées pour dire qu'elles n'accepteront pas qu'on organise un génocide à la rwandaise dans cette zone-là. Une mort collective programmée à 5 ou 10 ans dans cette zone. C'est la première étape de notre lutte et nous lançons un appel, un cri de détresse à l'endroit des autorités que des mesures rapides et immédiates soient prises pour arrêter l'activité de cette usine de fonderie dans cette zone-là. Mais à travers l'étude d'impact, ce qui se fait, c'est de voir par rapport à la population, par rapport aux installations, quels sont les impacts que ça peut avoir. Et si l'étude d'impact se fait et que par la suite les autorités donnent l'autorisation, nous pouvons présumer que le danger qui est envisagé d'or peut ne pas se produire. Maintenant, concrètement, il faudra que les activités commencent et que ces techniciens environnementaux reviennent pour évaluer ce qui se fait ici pour maintenant pouvoir donner des conclusions. L'usine de Dometexcar de Kahone est aux arrêts. Cela fait maintenant une dizaine d'années. Spécialisée dans la confection de tissus de tout genre, l'entreprise a subi les affres de la concurrence asiatique. Conséquence, plus de 2000 travailleurs sont allés au chômage technique. La teinturerie, service fonctionnel, emploie 70 travailleurs. Le chef de la production lance un cri de cœur aux autorités afin que ce joyau industriel renaisse de ses cendres. Reportage à Kahone, Côte d'Indiaye. Dometexcar de Kahone, située à 3 km de Kaolack, est à l'agonie. L'entreprise industrielle d'une capacité de 2000 emplois ne fait travailler que 70 personnes au service teinture, une véritable catastrophe selon la responsable de la production. On s'est transformé le coton à partir de la filature jusqu'à la production d'un produit fini, en passant par le tissage, le tricotage, la teinture et l'impression. Voilà, on est actuellement au nombre de 70 personnes, ce qui veut dire vraiment qu'on est en dessous de notre potentialité, qui peut faire 1500 à 2000 personnes, parce que c'est une très grande usine. La perte des marchés européens et la concurrence asiatique, principale cause de la faillite de l'entreprise. On faisait beaucoup d'exportations de fils pour l'Europe, la France, l'Italie. Mais après le problème de textile, ils ont délocalisé vers l'Asie. Et on a perdu des marchés. L'autre tournant, c'était quand l'Asie a vraiment attaqué le marché textile africain. Donc début 90 jusqu'en 2000. Donc le marché s'est effrité, on ne pouvait plus tenir. Malgré cette situation difficile, les travailleurs ont proposé un plan de relance qu'ils ont déjà soumis à leur ministre de tutelle, Aly Ngouille Ndiaye. On a fait des projets depuis 2 ans. Un projet qui va
commencer par une cinquantaine de personnes en filature, tissage et bonneterie, et qui va passer à 100 personnes dès le 6e mois et à plus de 300 dès la 2e année. Et ça fait 2 ans que l'on expose. On a déjà exposé ça à notre ministère de tutelle, ministère de l'Industrie. Ça bloque. Abiba Sek et ses collègues craignent une liquidation de leur entreprise si cette situation perdure. Domé Texka peut être une belle réponse à la problématique du chômage à Kaolack. La balle est donc dans le camp des autorités. Le taux de vaccination du cheptel entre 2016 et 2017 a largement augmenté. Ce résultat a pu être atteint grâce aux moyens mis en place par le gouvernement. La campagne de vaccination de 2017 a été axée sur les maladies prioritaires. Les outils de travail des vétérinaires ont été rehaussés. Pour 2018, la campagne sera axée sur la prévention et la lutte contre la peste des petits ruminants. Les acteurs de l'élevage vont échanger sur les moyens à mettre en place pour consolider les acquis et renforcer la protection sanitaire du cheptel, nous dit Ndeye Fatimlo. L'Organisation mondiale de la santé animale a demandé aux différents pays de vacciner d'ici 2030 80% des petits ruminants âgés de plus de 3 mois. Le Sénégal s'est ainsi engagé à relever ce défi en y mettant les moyens qu'il faut. En 2017, la vaccination du cheptel a augmenté. On a remarqué qu'entre 2012 et maintenant, avec les taux auxquels nous sommes parvenus, on a fait de gros efforts par rapport à la norme de 80% qui est demandée par l'Organisation mondiale de la santé animale. Nous avons augmenté les capacités des services en les dotant de véhicules, en les dotant de motos, bien que ça ne soit pas encore largement suffisant. Nous avons construit près de 150 parcs de petits ruminants parce que nous avons trouvé dans certains villages des parcs qui dataient de l'avant-indépendance. Ces dernières années, la vaccination de masse a concerné 4 maladies prioritaires. L'accent sera mis cette année sur la lutte contre la peste des petits ruminants. La péripneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, la peste équine et la maladie de Newcastle. La peste des petits ruminants menace les moyens de subsistance de millions de petits éleveurs par son effet dévastateur sur les ovins et les caprins qui constituent une bonne partie des revenus des familles pauvres et vulnérables de nos communautés. Pour 2018, l'Ordre des vétérinaires du Sénégal compte faire le nécessaire pour consolider les acquis et sensibiliser davantage les éleveurs sur la vaccination massive du cheptel. Nous prévoyons des visites d'information et de suivi du travail effectué par les mandataires afin d'évaluer avec eux et les services déconcentrés les différents points et postes de responsabilité des mandataires. Rencontrer les différentes associations d'éleveurs pour une meilleure sensibilisation sur la nécessité d'une couverture vaccinale proche des exigences sanitaires internationales. La vaccination correcte du cheptel est un moyen idoine d'immuniser contre les maladies animales et elle permet une surveillance épidémiologique en vue de les contrôler rapidement. Ainsi, le secteur de l'élevage pourra participer à la sécurité sanitaire et alimentaire de la population. Et des 2 procès Khalifa Sall, maître El Hadj Diouf, exclu du dossier. Maître Mbaye Sène, un des avocats du maire de Dakar, confie que maître El Hadj Diouf continuera à défendre le dossier malgré son exclusion par le président du tribunal. Barthélémy Diaz précise que la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur a décidé de se constituer partie civile et c'est maître El Hadj Diouf qui a été choisi pour défendre le dossier, suivant respectivement leurs propos au micro de Codé Ndiaye. Les officiers de police judiciaire qui procèdent aux enquêtes préliminaires ont l'obligation de notifier aux personnes qu'ils ont interpellées leur droit de se faire assister par un avocat et que mention de cet avis doit être faite au procès-verbal d'enquête préliminaire faute de nullité. C'est-à-dire, lorsque chaque fois l'officier de police judiciaire omet de mentionner sur ce procès-verbal qu'il a donné avis à la personne interpellée de son droit de se faire assister par un avocat, le procès-verbal qu'il fait à cet effet est nul et doit être déclaré nul par la juridiction de jugement. On a permis ici à un vulgaire avocat d'insulter, pas Khalifa Sall, d'insulter tout le peuple de Dakar. Et lui, personne n'a pensé à l'exclure de ce procès.
on décide d'exclure El Hadj Diouf. Comme on décide d'exclure El Hadj Diouf, moi j'ai décidé maintenant de m'impliquer dans ce dossier. Et on verra bien qui rira le dernier. Et le droit sera dit. J'ai décidé de m'impliquer dans ce dossier en constituant la commune de Mermoz-Sacré-Cœur comme partie civile dans le procès dit de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Parce que ce mensonge a trop duré. Au motif de l'article 185 du Code général des collectivités locales, en l'occurrence en son alinéa 4, qui stipule clairement que les communes que nous sommes, nous participons au budget de la ville de Dakar. Intéressons-nous au projet École-Entreprise. Le ministère de la Formation professionnelle et ses partenaires se penchent sur ce programme initié par le chef de l'État. Objectif leur permettre de contribuer à l'amélioration de la mise en adéquation des besoins des entreprises et s'assurer de la bonne marche du projet. Des milliers de jeunes seront formés. Chaque apprenant enrôlé par une entreprise bénéficiera d'une allocation mensuelle de 40 000 francs CFA durant toute la durée de l'apprentissage. Les détails avec Aïda Mamadou Diop. L'atteinte des objectifs fixés dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent nécessite la mise en œuvre de projets innovants. C'est pourquoi le ministère de la Formation professionnelle mise sur le projet de formation École-Entreprise PF2E, un projet relatif à l'orientation de 30% des sortants afin d'assurer l'employabilité d'au moins 10 000 jeunes. Nous n'avons plus l'idée d'école, nous ne sommes plus dans cette école, nous sommes dans l'entreprise et l'entreprise est dans nous. Donc vous voyez, cette relation, elle est extrêmement importante. C'est celle-là qui nous permet de gérer notre année scolaire, de gérer nos lieux de formation, de gérer également toute l'ingénierie liée à la formation en relation avec les techniciens, donc avec les entreprises qui en définitive, c'est eux qui vont utiliser nos jeunes. Le PF2E est donc un projet innovant. L'étudiant va passer 80% de son temps dans l'entreprise et 20% en centre de formation. PF2E, formation duale, le patronat est déjà séduit. En décidant de cheminer avec les partenaires sociaux que nous sommes, Monsieur le ministre, vous avez compris qu'il n'y a point de formation en alternance sans entreprise. Pour toutes ces raisons, je puis vous assurer que nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner cette phase pilote et les phases à venir. Même réaction du côté des organisations syndicales. Toutefois, ils proposent à ce que le projet soit étendu. Il y a lieu, pour autant, de pousser la réflexion. Parce que le Sénégal est un pays d'une économie informelle très importante, d'un artisanat très important. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'après l'entreprise structurée, ce modèle doit inspirer également notre économie informelle, doit inspirer aussi nos autorités pour que notre économie informelle et notre artisanat soient impliqués dans la formation duale. Propositions, suggestions, partages, ce sont les raisons d'être de cet atelier, rencontre qui a vu la présence de 260 entreprises engagées dans une mise à disposition de places de formation aux métiers ciblés. Agir pour soi et en soi est le titre du nouvel ouvrage de l'écrivain Alpha Keïta Diamanka. Il s'agit d'une œuvre philosophique dans laquelle l'artiste évoque la recherche de vérité par l'homme. Il a également magnifié la volonté des autorités d'introduire l'enseignement de la philosophie dès la seconde. La cérémonie de dédicace s'est déroulée en présence d'Abdoulaye Wanyanga. Agir pour soi et en soi, c'est le titre de l'ouvrage de l'écrivain Alpha Keïta Diamanka. Dans ce livre, le philosophe incite l'humanité à la recherche de la vérité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela supposerait que l'être en réalité se subdivise. D'abord, ce que je suis et ce que je suis appelé à être. Ce que je suis ne peut pas être. Être en tant que je ne découvre pas ce que je suis appelé à être. Cet ouvrage pose également la place de l'imama au sein de la société, une manière pour l'écrivain d'appeler à un retour aux valeurs. Je considère la réalisation de l'être comme étant la découverte de l'imama, parce que l'imama, contrairement à ce qu'on a postulé historiquement, on a présenté souvent l'imama d'une façon caricaturale, c'est-à-dire... L'auteur et ses amis venus assister à la cérémonie de dédicace ont également saisi l'occasion pour se prononcer sur la volonté des autorités d'introduire l'enseignement de la philosophie à partir de la classe de seconde. Ils soutiennent